Le moment où ma femme, Chloé, a annoncé à toute sa famille qu'elle regrettait quotidiennement de m'avoir épousé, j'ai su que c'était fini. Pas blessé, pas surpris, juste. Fini. Voyez-vous, ce n'était pas un commentaire cruel et spontané. C'était la confirmation finale de ce que je voyais depuis des mois. Nous étions au rassemblement annuel de sa famille, le barbecue habituel dans le jardin avec une trentaine de proches éparpillés autour des tables de pique-nique. J'étais en fait en train de passer un bon moment à discuter avec son oncle, Jean-Luc, de son nouveau bateau de pêche, quand sa cousine, Sophie, a décidé de jouer les conseillères conjugales. « Alors, vous les tourtereaux » a-t-elle dit avec cette voix agaçante et chantante. « Êtes-vous heureux ensemble ? Vous êtes mariés depuis quoi, 5 ans maintenant ?» Chloé n'a même pas hésité. « Heureuse ? Je regrette ce mariage tous les jours. » Elle l'a dit avec un rire désinvolte, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. La table est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes. Puis tout le monde a commencé à rire, pensant qu'elle était sarcastique. Sa mère, Madame Dubois, a même dit « Oh, ma chérie, on ressent toute ça parfois. » Mais je ne riais pas. J'ai regardé Chloé directement, puis de nouveau la table. Moi aussi. C'est pourquoi j'y mets fin. Le rire est mort instantanément. On aurait pu entendre le chien du voisin aboyer 3 maisons plus loin. « Attendez, quoi » a bégayé Sophie. « Aucun de nous ne plaisante » ai-je dit calmement, en coupant mon saucisse frite. Elle regrette de m'avoir épousé quotidiennement. Je regrette d'être resté marié à quelqu'un qui ressent cela. Problème résolu. Le visage de Chloé est passé de l'amusement à la panique en un temps record. Chérie, je plaisantais. Vraiment, les jeux interrompus. Parce que c'est exactement comme ça que tu as traité ce mariage, comme un regret quotidien. Son père, Monsieur Dubois, qui avait toujours été correct avec moi, a semblé confus. Mon garçon, vous pouvez sûrement arranger ça, tous les deux. Nous avons déjà essayé une fois, ai-je dit, en prenant une autre bouchée. Ça n'a pas tenu. Le fait est que j'avais réfléchi à ce moment pendant des semaines. Pas en le planifiant exactement, mais en sachant qu'il allait arriver. Voyez-vous, il y a 5 ans, je pensais épouser quelqu'un qui avait mûri, quelqu'un qui avait appris de ses erreurs. J'avais tort. À l'époque de nos études supérieures, je l'ai soutenu pendant ces 7 ans d'études de médecine, pas seulement émotionnellement. Je parle du loyer, des courses, des manuels, de tout. Elle était concentrée sur ses études, et j'étais heureux d'apporter de la stabilité. Sa famille le savait. Il m'avait remercié à plusieurs reprises d'être une influence si positive. Puis vint la trahison. Son partenaire d'études, Marc, est devenu quelque chose de plus. Je l'ai découvert quand elle a laissé son ordinateur portable ouvert sur des messages qui m'ont donné la nausée. Une terminologie clinique mélangée à des activités très peu cliniques. Mais je lui ai pardonné comme un idiot. J'ai cru ses larmes, ses promesses de changer, son discours sur le fait que cela ne signifiait rien et que j'étais son avenir. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Grosse erreur. Parce que le pardon s'est apparemment traduit par une permission dans son esprit. Permission de prendre mon soutien pour acquis. Permission de traiter notre mariage comme un inconvénient. Permission d'agir comme si je lui devais quelque chose au lieu du contraire. Son frère, Paul, a finalement brisé le silence. C'est fou. Vous ne pouvez pas être sérieux. Mortellement sérieux, ai-je répondu. Ta sœur vient d'annoncer à 30 personnes qu'elle regrette de m'avoir épousé chaque jour. Je suis simplement d'accord avec son évaluation. Mais tu plaisantais, n'est-ce pas, a demandé sa mère désespérément, en regardant Chloé. Chloé a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas eu de réponse rapide. Dis-leur, ai-je dit calmement. Dis-leur le mois dernier, quand tu as dit que je t'empêchais d'atteindre ton vrai potentiel. Dis-leur comment tu te plaignais que le mariage était trop de travail pour ce que tu en retirais. Dis-leur que. Arrête, a-t-elle sifflé. Arrêtez quoi? Dire la vérité? N'est-ce pas ce que nous faisons ici? Être honnête sur nos sentiments? La famille nous regardait alternativement comme s'il assistait à un match de tennis. Sauf qu'au lieu d'une balle, c'était le mariage de leur fille qui explosait en temps réel. Écoutez, a tenté de médiatiser sa tante, Mireille. Chaque couple traverse des moments difficiles. Ce n'est pas un moment difficile, ai-je dit en terminant ma bière. C'est un schéma,
et je suis fatigué d'être le seul à essayer de le réparer. Chloé a finalement retrouvé sa voix. Tu es dramatique. J'ai fait un seul commentaire. Un seul commentaire? J'ai failli rire. Chérie, tu as fait le même commentaire de différentes manières pendant des mois. Aujourd'hui, tu l'as juste dit à voix haute. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le moment exact où elle a réalisé que je ne reculerais pas. Que je ne la laisserais pas transformer ça en ma faute. Que je n'allais pas manger tranquillement ma nourriture et faire semblant que tout allait bien. Sa grand-mère, Dieu la bénisse, a essayé une dernière fois. Mon chéri, le mariage, c'est le pardon. Je lui ai déjà pardonné une fois, ai-je dit en me levant. Apparemment, c'était mon erreur. Le silence qui a suivi était différent, plus lourd, parce que maintenant, il commençait à comprendre que ce n'était pas une mauvaise blague. C'était une question de respect, et j'étais fatigué de vivre sans. Je me suis dirigé vers la maison pour aller aux toilettes, laissant Chloé expliquer à sa famille pourquoi leur gendre venait d'accepter publiquement que leur mariage était une erreur. Parce que parfois, la vérité a besoin de témoins. Quand je suis revenu des toilettes, toute la dynamique avait changé. Chloé était en mode de contrôle des dégâts complet, parlant rapidement à ses parents tout en jetant des regards désespérés vers la maison. Ses cousins chuchotaient entre eux, et sa grand-mère avait l'air de quelqu'un à qui on aurait dit que le Père Noël n'était pas réel. Le voilà, a dit Chloé avec une gaieté forcée alors que je me rasseillaille. Chérie, a-t-elle expliqué à tout le monde, nous étions tous les deux juste un peu bêtes. Vraiment? J'ai repris mon saucisse frite. Que as-tu expliqué exactement? Son père s'est raclé la gorge. Mon garçon. Elle dit que vous êtes tous les deux stressés ces derniers temps. Pression au travail? Tu sais comment c'est. J'ai hoché la tête lentement. C'est intéressant. Quel genre de stress au travail as-tu subi, ma chérie? La question est restée en suspens comme de la fumée. Voyez-vous, elle travaillait comme spécialiste orthopédiste depuis 2 ans maintenant. Bon salaire, horaire régulier, poste respecté, tout cela rendu possible parce que je l'avais soutenue pendant 7 ans d'études et de résidence. Eh bien, tu sais, a-t-elle bégayé. Les patients difficiles habituels, de longues heures. Drôle, ai-je dit, parce que la semaine dernière, tu m'as dit que ton plus gros problème était d'avoir trop de temps libre le week-end. Sa mère a semblé confuse. Du temps libre? Je pensais que tu étais débordé à la clinique. Le visage de Chloé rougissait à la minute. Je le suis. C'est compliqué. Pas vraiment, ai-je dit calmement. Elle travaille 4 jours par semaine, a tous les vendredis libres, et se plaint que j'attends d'elle qu'elle passe les week-ends avec moi au lieu de sortir avec ses amis célibataires. L'ambiance à table redevenait inconfortable. Son frère a bougé sur sa chaise. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Pourquoi, ai-je demandé. Nous sommes enfin honnêtes. N'est-ce pas ce que font les familles? Son oncle, Jean-Luc, celui avec le bateau de pêche, s'est penché en avant. Tu sais, j'ai toujours admiré la façon dont tu l'as soutenu pendant ses études. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'était pas, ai-je acquiescé. Le loyer, les courses, les manuels, les frais de laboratoire, je lui ai même acheté une voiture quand la sienne est tombée en panne pendant sa 3e année. Mais j'étais heureux de le faire. Je croyais en nous. Chloé était pratiquement en train de se tortiller maintenant. Tu fais comme si j'étais une sorte de cas de charité. N'étais-tu pas, ai-je demandé sincèrement. Parce que je me souviens distinctement que tu avais exactement 47 € sur ton compte en banque quand nous avons emménagé ensemble. Sa grand-mère a eu l'air choquée. 47 €? Ma chérie, tu ne nous as jamais dit que les choses étaient si difficiles. Parce qu'elle avait honte, ai-je expliqué. Sa fierté ne lui permettait pas de demander de l'aide à sa famille, mais elle n'avait aucun problème à me laisser tout gérer. C'est alors que son père a posé la question que j'attendais. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure en parlant de lui avoir pardonné une fois avant? Le silence était assourdissant. Chloé avait l'air de préférer disparaître sous terre. Papa, c'est privé, a-t-elle dit rapidement. Vraiment, ai-je demandé. Parce que notre mariage n'est apparemment pas assez privé pour t'empêcher d'annoncer tes regrets quotidiens à 30 personnes. La voix de sa mère était douce. Que s'est-il passé avant? J'ai regardé Chloé directement. Tu veux leur dire? Ou je devrais? S'il te plaît, non, a-t-elle murmuré. Non quoi? Ne leur dis pas pour ton partenaire d'études.
Celui qui t'a aidé avec plus que de l'anatomie. On aurait pu entendre une épingle tomber. La fourchette de son frère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ça suffit, a dit Chloé sèchement. Tu as raison, ai-je acquiescé. Ça a suffi. Ça a suffi il y a 2 ans quand j'ai trouvé ces messages. Ça a suffi quand tu as promis de changer. Et c'est définitivement suffisant maintenant. Sa mère avait l'air dévastée. Ma chérie, tu l'as trompé? Ce n'est pas ce que tu penses, a dit Chloé désespérément. C'était une erreur. Un moment de faiblesse. Nous avons surmonté ça. Nous avons surmonté ça, ai-je corrigé. Parce que j'ai choisi de te pardonner. Parce que je t'ai cru quand tu as dit que ça n'arriverait plus jamais. Parce que je pensais que le mariage signifiait quelque chose pour toi. Son père regardait sa fille comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Tu as trompé cet homme après tout ce qu'il a fait pour toi. Papa, c'est compliqué. Non, a interrompu son oncle. Ça ne l'est vraiment pas. Cet homme t'a payé tes études, t'a soutenu pendant des années, t'a pardonné d'avoir triché, et tu le récompenses en l'humiliant publiquement. Chloé pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant. Celle-ci ressemblait à de la panique. Je ne voulais pas dire ça comme ça, a-t-elle dit. Comment le voulais-tu dire, a demandé sa grand-mère. Parce que ça sonnait comme si tu n'appréciais rien de ce qu'il a fait pour toi. C'est alors que son frère, qui était resté silencieux tout ce temps, a pris la parole. Tu sais quoi? Il a raison. Tu as été différente depuis que tu as commencé à travailler. Plus exigeante. Exigeante, a-t-elle claqué? Oui, a-t-il poursuivi, comme si le monde te devait quelque chose. Comme si ton succès s'était produit dans un vide. Sa cousine, Sophie, celle qui avait déclenché tout ce désordre, me regardait avec un nouveau respect. Je n'avais aucune idée de tout ça. Je pensais que vous étiez le couple parfait. Moi aussi, ai-je dit simplement. Il s'avère que j'étais le seul à essayer d'être parfait. Chloé regardait autour de la table, réalisant que l'opinion publique changeait rapidement. C'est ridicule, a-t-elle dit en se levant. J'ai fait un seul commentaire. Et maintenant, vous agissez tous comme si j'étais une personne terrible. Assieds-toi, a dit son père fermement. Tu n'iras nulle part tant que nous n'aurons pas terminé cette conversation. Elle s'est assise à contre-cœur. Dis-moi quelque chose, m'a dit sa mère. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de tout ça? Parce que ce n'était pas votre fardeau à porter, ai-je répondu. Je pensais que nous pourrions régler ça en privé. Je pensais qu'elle se souviendrait de ce qu'était la gratitude. Mais elle ne l'a pas fait, a déclaré son oncle. Non, ai-je confirmé, elle ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, devant vous tous, elle a clairement montré qu'elle ne le fera jamais. La famille regardait leur fille, leur sœur, leur nièce, comme s'ils la voyaient pour la première fois. Et honnêtement, peut-être que c'était le cas, car la femme que j'avais soutenue, pardonnée et en qui j'avais cru venait de montrer ses vraies couleurs aux personnes qui comptaient le plus. Et ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Le retour à la maison fut silencieux. Pas le genre de silence confortable que l'on obtient après une bonne journée, mais le genre lourd qui ressemble à l'attente d'une explosion. Chloé continuait de me jeter des regards, essayant probablement de déterminer sa prochaine manœuvre. Elle a attendu que nous soyons à l'intérieur avant de lancer son offensive. Je ne peux pas croire que tu m'aies humilié comme ça devant toute ma famille. J'ai accroché mes clés au crochet près de la porte. Le même endroit que j'utilisais depuis 5 ans. Je ne t'ai pas humilié. Tu l'as fait toute seule. Un commentaire. J'ai fait un stupide commentaire. Ce n'était pas un commentaire, ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine. C'était une confession. Elle me suivait. Ses talons claquaient sur le parquet que j'avais fait refaire l'année dernière. Tu es ridicule. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas tout le temps. J'ai ouvert le réfrigérateur et attrapé une bière. Tu le penses, toi? C'est le problème. Comment peux-tu en être si sûr? Je me suis tourné pour lui faire face. Parce que je l'ai documenté. La couleur a fui son visage. Qu'est-ce que tu veux dire par documenter? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mon application de notes. 15 mars. Tu as dit à ta sœur que le mariage était plus difficile que la faculté de médecine parce qu'au moins, les études avaient une date de fin. 3 avril, tu t'es plainte à ta collègue que j'étais collant pour vouloir passer notre anniversaire ensemble. 22 avril.
Arrête, a-t-elle dit doucement. 7 mai, tu as dit à ton ami d'université que tu te sentais piégé et que tu te demandais ce que serait la vie si tu étais célibataire. 19 mai. J'ai dit arrête. J'ai posé le téléphone. Devrais-je continuer? Parce que j'ai 3 mois de ces perles. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Tu m'as espionné? Je t'ai écouté. Il s'avère que quand quelqu'un dit à plusieurs reprises qu'il est malheureux, ça vaut la peine d'y prêter attention. C'est effrayant. J'ai failli rire. Ce qui est effrayant, c'est de découvrir que ta femme a dénigré ton mariage à quiconque voulait bien l'écouter tout en jouant au couple heureux à la maison. Elle a essayé une approche différente. D'accord. Peut-être que j'ai été frustré dernièrement, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas arranger les choses. Arranger quoi exactement? Ton problème de gratitude? Ton problème de respect? Ou devrions-nous commencer par le fait que tu penses que je t'empêche d'atteindre ton vrai potentiel? Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson. Je n'ai jamais dit ça. Mardi soir, table de cuisine. Juste après que je t'ai demandé si tu voulais regarder des options de vacances pour notre anniversaire. Le combat l'a quittée alors. Elle s'est affaissée contre le comptoir. Pourquoi fais-tu ça? Parce que je suis fatigué d'être marié à quelqu'un qui ne veut pas être marié à moi. Mais je veux. Non, les jeux interrompus. Tu veux la sécurité que je t'offre. Tu veux quelqu'un avec qui partager les factures. Tu veux l'apparence de la stabilité, mais tu ne veux pas de moi. Ça a fait mouche. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ce n'est pas vrai. Je me suis dirigé vers le tiroir où nous gardions les papiers importants et j'ai sorti un dossier de classement. Ceci pourrait t'intéresser. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est? Note de consultation d'il y a 3 semaines. Il s'avère que déposer une demande de divorce dans cet état est assez simple quand on a des documents de contribution financière et des preuves de rupture conjugale. Elle a attrapé le dossier et l'a feuilleté. Dossier financier, récapitulatif de contribution, même des captures d'écran de ses commentaires plus colorés sur notre mariage qu'elle avait publiés sur les réseaux sociaux. Tu planifies ça depuis des semaines? Je me prépare à l'inévitable. Il y a une différence. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement mettre fin à un mariage à cause de quelques mauvais mois. Quelques mauvais mois. J'ai terminé ma bière et posé la bouteille avec précaution. Chérie, tu as déserté ce mariage depuis que tu as commencé à gagner de l'argent. La seule différence, c'est que maintenant tu es honnête à ce sujet. Elle pleurait de nouveau, mais ses larmes semblaient différentes. Plus en colère que triste. J'ai tout sacrifié pour toi. Que as-tu sacrifié exactement? Je suis vraiment curieux. Mes opportunités de carrière. J'aurais pu prendre ce poste en Californie. Le poste que tu n'as jamais mentionné avant maintenant? Ou parles-tu de celui que tu as refusé parce que tu as dit que tu voulais rester près de ta famille? Elle a eu l'air prise au dépourvu. Ce n'est pas. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu réécris l'histoire pour faire de moi le méchant dans une histoire où je n'ai été que de soutien. De soutien? Tu es un manipulateur. Manipulateur comment? En payant tes prêts étudiants? En couvrant le loyer pendant 4 ans? En t'encourageant à saisir toutes les opportunités qui se présentaient? Elle n'a eu aucune réponse à cela. Voici ce qui va se passer. Demain matin, tu recevras les papiers du divorce. J'ai déjà déplacé la moitié de mes affaires dans un garde-meuble. Tu peux garder la maison jusqu'à ce que nous réglions le partage financier. Tu as déjà déménagé tes affaires? Juste l'essentiel. Je resterai chez mon frère jusqu'à ce que cela soit réglé. Elle a regardé notre cuisine comme si elle la voyait pour la première fois. C'est notre maison. Non, ai-je corrigé. C'est la maison pour laquelle j'ai payé le prêt immobilier pendant que tu économisais tout ton salaire pour ce que tu voulais. Ce n'était pas entièrement juste. Elle contribuait aux courses et aux charges, mais elle avait constitué une épargne pendant 2 ans pendant que je couvrais les dépenses principales. Tu ne peux pas me laisser seul ici. Pourquoi pas? Tu as clairement montré que tu le préférerais. Elle a tenté une dernière fois. Et si je change? Et si je peux prouver que je veux que ce mariage fonctionne? Je l'ai regardé longuement. Tu as eu cette chance il y a 2 ans quand je t'ai pardonné d'avoir triché.
Tu l'as eu chaque jour depuis quand tu aurais pu choisir la gratitude plutôt que le ressentiment. Tu l'as eu aujourd'hui quand tu aurais pu garder ta bouche fermée au lieu de nous humilier tous les deux. Alors c'est ça? Tu abandonnes? Je n'abandonne pas, ai-je dit en me dirigeant vers les escaliers. J'accepte enfin la réalité. Et la réalité, c'est que tu as cessé d'être ma femme il y a longtemps. Tu as juste oublié de me le dire. Je pouvais l'entendre pleurer alors que je montais à l'étage pour emballer le reste de mes affaires immédiates. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais capable de respirer, parce que le plus difficile n'était pas de la quitter. C'était d'admettre que j'aurais dû le faire plus tôt. Les papiers lui ont été signifiés le jeudi matin. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 17 fois avant que je ne décroche finalement. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit sans préambule. Tu as vraiment déposé la demande. Je te l'avais dit. Je pensais. J'espérais que tu essayais juste de me faire peur. J'étais assis dans la cuisine de mon frère, buvant un café qui n'avait pas le goût du mélange cher qu'elle insistait pour que nous achetions. Quand est-ce que j'ai fait des menaces en l'air? Silence. Parce qu'elle connaissait la réponse. J'ai besoin que tu annules ça, a-t-elle dit finalement. Ça n'arrivera pas. Ma famille est furieuse contre moi. Ma mère ne m'a pas parlé depuis dimanche. Ça ressemble à ton problème. Ne sois pas cruel. J'ai failli rire. Cruel? Tu veux parler de cruel? Discutons de la façon dont tu as passé le mardi soir. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu as appelé ton frère pour qu'il serve de médiateur. Quand ça n'a pas marché, tu as appelé ton père, puis ta mère, puis ta grand-mère. Tu as fait le tour, n'est-ce pas? J'essayais d'arranger les choses. Tu essayais de trouver quelqu'un qui prendrait ton parti. Comment ça a marché? La réponse était évidente à son ton. Ils ne comprennent pas toute la situation. En fait, ils comprennent parfaitement. Ton oncle m'a appelé hier. Il a quoi? Oui. Il voulait s'excuser de ne pas avoir vu ce qui se passait plus tôt. Il a dit qu'il s'était toujours demandé pourquoi tu semblais si ingrate pour tout ce que tu avais. Ce n'est pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Ta grand-mère a appelé aussi. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour m'aider à traverser cette période difficile. Ta grand-mère, au fait. Je pouvais entendre sa respiration devenir plus lourde. Ils prennent ton parti parce que tu les as manipulés. Comment exactement les ai-je manipulés? En disant la vérité. En me faisant passer pour le méchant. Je ne t'ai rien fait. Tu leur as montré qui tu étais pendant des années. Ils ont juste fini par y prêter attention. C'est alors que sa voix a changé. Elle est devenue plus dure, plus désespérée. Bien. Tu veux jouer les durs? Je peux jouer les durs aussi. Ça devrait être intéressant. Je prendrai la moitié de tout. La maison, ta retraite, tes économies, tout. J'ai siroté mon café. Bonne chance avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire par bonne chance? C'est un bien commun. La maison pour laquelle j'ai versé la compte avec l'argent de mon compte, le prêt immobilier que j'ai payé seul pendant 5 ans, le compte de retraite que j'ai commencé avant notre mariage. Silence. Oh, et ces économies dont tu as parlé, celles auxquelles j'ai contribué pendant que tu dépensais tout ton salaire en vêtements, journées au spa et voyages entre copines. Oui, j'ai aussi des documents pour tout ça. Sa voix s'est brisée. Pourquoi es-tu si méchant? Méchant? Je suis pragmatique. Tu veux savoir à quoi ressemble la méchanceté? La méchanceté, ce serait de dire à tes nouveaux collègues pourquoi ton dernier partenaire d'études n'est plus autorisé à la clinique. Tu n'oserais pas. La vérité était que je ne le ferais probablement pas. Mais elle ne le savait pas, ce n'est pas toi, a-t-elle dit, changeant de tactique à nouveau. Tu n'es pas vindicatif. Tu es gentil. Tu es indulgent. J'étais. Au passé. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Tu as raison. Il m'a fallu 2 ans pour changer. 2 ans à te regarder prendre tout ce que je faisais pour acquis. 2 ans à t'écouter te plaindre d'une vie pour laquelle la plupart des gens tueraient. 2 ans à être marié à quelqu'un qui agissait comme si être ma femme était un fardeau. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin. Les actions parlent plus fort que les mots. Bien que tes mots lors de la réunion de famille aient été assez clairs aussi.
Le vendredi a apporté une stratégie différente. Elle s'est présentée à mon travail. La sécurité a appelé mon poste. Monsieur Dubois, il y a une femme ici qui demande à vous voir. Elle dit qu'elle est votre épouse. Faites-la monter. Quand elle est entrée dans mon bureau, elle avait l'air différente, vulnérable, les cheveux détachés, un maquillage minimal, portant la robe que je lui avais achetée pour notre 3e anniversaire. Nous devons parler, a-t-elle dit. Nous parlons. Vraiment parler. Pas par avocats interposés ou par téléphone. Face à face. Je me suis adossé à ma chaise. Tu as 5 minutes. Tu me manques. Non, tu ne le penses pas. La sécurité que je t'offrais te manque. Ce n'est pas vrai. Quand est la dernière fois que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée? Et je veux dire vraiment demander, pas juste fait la conversation en faisant défiler ton téléphone. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Quand est la dernière fois que tu as initié un contact physique qui ne menait à rien? Une autre pause. Quand est la dernière fois que tu as dit merci pour quelque chose que j'ai fait sans que j'aie à le signaler en premier? Elle pleurait maintenant. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 5 ans de ma vie à soutenir quelqu'un qui voyait cela comme une obligation plutôt que comme un cadeau. Je peux changer. Tu l'as déjà dit. Cette fois, je le pense. Tu le pensais avant aussi. Jusqu'à ce que tu décides que non. Elle a essayé une dernière approche. Et tous les bons moments? Et notre jour de mariage? Et quand nous avons emménagé ensemble? Et alors? Ça ne signifie rien pour toi. Je me suis levé. Ça signifiait tout pour moi. C'est pourquoi ça fait si mal. Tu as pris quelque chose de beau et tu l'as transformé en quelque chose que je devais endurer. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, ne jette pas 5 ans à la poubelle. Je ne les jette pas. Je refuse d'en gaspiller 5 de plus. Elle est partie sans un mot de plus. Ce week-end-là, j'ai appris par son frère qu'elle avait appelé toutes les personnes qu'elle connaissait, essayant de trouver quelqu'un qui lui dirait ce qu'elle voulait entendre, quelqu'un qui serait d'accord que j'étais déraisonnable, quelqu'un qui validerait son récit de victime. Elle n'a trouvé personne parce que la vérité a une façon de vous rattraper. Et sa vérité était qu'elle avait pris l'amour d'un homme bon pour acquis jusqu'à ce qu'il cesse finalement de le donner. La séance de médiation était prévue pour le mardi suivant. Je suis arrivé 10 minutes en avance avec mon avocat, Maître Leclerc, et un dossier assez épais pour servir de cale-porte. Chloé est arrivée avec son avocate, Maître Martin, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. L'avocate de Chloé, une femme ambitieuse qui facturait probablement 300 € de l'heure, a commencé avec confiance. Ma cliente a droit à 50% de tous les biens matrimoniaux, y compris le domicile, les comptes de retraite et l'épargne. Mon avocat, un homme direct qui avait géré ma consultation, a souri poliment. Passons en revue la documentation. Pendant l'heure suivante, nous avons tout examiné. Chaque relevé bancaire, chaque paiement hypothécaire, chaque paiement de prêt étudiant que j'avais fait en son nom, chaque contribution financière documentée et catégorisée. Votre cliente a contribué à environ 18% des dépenses du ménage sur 5 ans, a expliqué mon avocat. Tandis que mon client a couvert le prêt immobilier, l'assurance, les réparations majeures et toutes les dettes d'études. La confiance de son avocate s'est évaporée rapidement. Ces calculs ne tiennent pas compte des contributions domestiques de ma cliente. Vous voulez dire comme cuisiner? J'ai interrompu, parce que je faisais ça aussi. Ou le ménage? Moi aussi. Le jardinage? Encore moi. Qu'a-t-elle exactement contribué au-delà de 18% des factures? Chloé a finalement pris la parole. Je construisais ma carrière. Avec mon soutien financier, ai-je répondu, que j'étais heureux de fournir quand je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. La médiatrice, une femme patiente d'une 60aine d'années, a examiné les papiers. Monsieur Dubois, ces dossiers sont très complets. Avez-vous tout cela récemment compilé? J'ai tenu des registres détaillés pendant 2 ans, ai-je dit. Appelez ça une habitude de mon expérience en comptabilité. C'est à ce moment-là que l'expression de Chloé a changé. Elle n'avait jamais prêté attention à mes compétences organisationnelles auparavant. Maintenant, elle réalisait à quel point j'étais minutieux. 2 ans, a demandé son avocate. Depuis le premier incident d'infidélité, je voulais être préparé si ce schéma continuait. La médiatrice a regardé Chloé.
Il y a eu une infidélité antérieure. L'avocate de Chloé n'avait pas été informée de ce détail. Je pouvais le voir sur son visage. C'était résolu, a dit Chloé rapidement. Vraiment, ai-je demandé. Parce que les schémas comportementaux qui ont conduit à l'infidélité n'ont jamais changé. L'exigence, l'ingratitude, le fait de traiter notre mariage comme un inconvénient. Son avocate a demandé une brève suspension de séance. J'ai regardé à travers la vitre de la cloison pendant qu'il avait ce qui semblait être une conversation très intense avec sa cliente. Quand ils sont revenus, son approche avait complètement changé. Peut-être pouvons-nous discuter d'une division des biens plus raisonnable. L'accord final était juste, bien que ce ne soit pas ce qu'elle avait espéré. Elle a gardé la maison, mais a dû refinancer pour racheter ma part. Elle a gardé sa voiture, ses bijoux et son compte de retraite. J'ai gardé le mien, plus une compensation pour la dette d'études que j'avais couverte. Le plus important, elle a gardé sa carrière, celle que j'avais rendue possible. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit après avoir signé les papiers. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu m'as donné quelques années, ai-je corrigé. Le fait qu'elles aient été les meilleures est discutable. Devant le bureau de médiation, elle a essayé une dernière fois. Je sais que j'ai foiré, mais 5 ans, ça ne signifie rien pour toi. Ça signifie que j'ai investi 5 ans dans quelqu'un qui ne l'a jamais apprécié. Et je suis assez intelligent pour ne pas en investir 5 de plus. Et si je prouve que je peux changer, tu as eu plusieurs chances de le prouver. Tu as choisi de ne pas le faire. Elle est restée silencieuse un instant. Ton frère m'a appelé hier. Vraiment? Il a dit que tu semblais plus heureux. Plus léger. C'est vrai? J'ai réfléchi à la question. Oui, c'est vrai. Parce que tu es débarrassé de moi. Parce que je suis débarrassé de ce sentiment constant que rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Ça l'a frappé plus fort que la colère n'aurait pu le faire. Je pouvais le voir dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu te faire sentir ça. L'intention n'a pas d'importance quand l'impact est le même. 2 semaines plus tard, sa mère m'a appelé. Je te dois des excuses, a-t-elle dit sans préambule. Pourquoi? Pour ne pas avoir vu ce qui se passait. Pour ne pas l'avoir élevée à apprécier ce qu'elle avait. Vous l'avez bien élevée. Parfois, les gens choisissent simplement d'être ingrats. Elle a du mal avec la réalité financière de tout cela. C'est une spécialiste orthopédiste qui réussit. Elle s'en sortira bien, ai-je terminé, mais elle est habituée à un certain mode de vie que je lui ai offert. Elle devra s'adapter. La plupart des gens parviennent à vivre selon leurs moyens. Elle pose des questions sur toi. Que demande-t-elle? Si tu sors avec quelqu'un? Si tu sembles seul? Si tu regrettes le divorce? Que lui dis-tu? La vérité. Que tu sembles soulagé. Parce que je l'étais. Pour la première fois depuis 2 ans, je ne marchais pas sur des œufs. Je ne surveillais pas mes paroles pour éviter de déclencher une autre plainte sur la difficulté du mariage. Elle pensait que tu reviendrais, a poursuivi sa mère. Elle pensait que si elle attendait assez longtemps, tu changerais d'avis. Pourquoi changerais-je d'avis? Parce que tu l'aimais. Je l'aimais. Au passé. Mais l'amour n'est pas censé être un acte de charité unilatérale. Que feras-tu maintenant? Vivre ma vie. Rencontrer quelqu'un quand je serai prêt. Trouver quelqu'un qui apprécie le partenariat au lieu de le traiter comme un fardeau. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé. J'étais juste libre. Libre des critiques constantes déguisées en suggestions. Libre des roulements d'yeux quand je voulais passer du temps ensemble. Libre du sentiment que mes meilleurs efforts n'étaient jamais tout à fait suffisants. Mon ex-femme avait eu raison sur une chose lors de cette réunion de famille. Elle regrettait quotidiennement notre mariage. La différence, c'est que j'avais cessé d'essayer de la faire changer d'avis à ce sujet. Au lieu de cela, j'avais changé le mien. 6 mois après que le divorce fut prononcé, je l'ai rencontrée au supermarché. Pas le marché haut de gamme où elle avait l'habitude de faire ses courses, mais le supermarché de quartier où les gens ordinaires achètent leurs provisions. Elle comparait les prix de la sauce tomate pour pâtes. « Salut », a-t-elle dit quand elle m'a remarqué. Elle avait l'air fatiguée. Plus âgée, d'une certaine manière. « Comment vas-tu » ai-je demandé, sincèrement curieux. « Bien, vraiment bien. Le cabinet est très occupé.
C'est super. Nous sommes restés là un instant. Deux personnes qui partageaient autrefois tout, maintenant faisant la conversation dans le rayon des condiments. J'ai entendu dire que tu avais acheté un logement, a-t-elle dit. Juste une maison de ville. Rien d'extraordinaire, mais elle est à moi. C'est bien. Elle a marqué une pause. J'ai aussi entendu autre chose. Quoi donc? Que tu vois quelqu'un. Les nouvelles voyagent vite dans une petite communauté professionnelle. Oui. Elle. C'est sérieux? Nous prenons notre temps, mais oui, ça pourrait l'être. Elle a hoché la tête, essayant d'avoir l'air heureuse pour moi. Comment est-elle? Elle est reconnaissante, ai-je dit simplement. Le mot est resté en suspens entre nous comme un poids. Reconnaissante. Quand je prépare le dîner, elle me remercie au lieu de critiquer ma technique. Quand je suggère de passer un week-end ensemble, elle est enthousiaste au lieu de soupirer à propos de ses autres projets. Quand je soutiens ses objectifs, elle l'apprécie au lieu de le traiter comme une obligation. Mon ex-femme a baissé les yeux sur la sauce tomate dans ses mains. C'est bien. C'est bien. C'est incroyable ce que ressent une relation quand les deux personnes veulent vraiment y être. Elle est restée silencieuse un long moment. Je sais que je n'y étais pas. Je sais que je n'ai pas apprécié ce que nous avions. Je sais que tu le sais. Penses-tu qu'il y a une chance? Non. Le mot est sorti plus fermement que je n'avais l'intention, mais pas cruellement, juste définitivement. Je m'en doutais, a-t-elle dit doucement, mais je devais demander. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Et je voulais que tu saches que je sais. Je l'ai regardée attentivement. Elle semblait sincère. Brisée peut-être, mais sincère. Je suis content que tu l'aies compris, ai-je dit. Mais le comprendre après avoir déjà jeté quelque chose ne le ramène pas. Je sais. D'ailleurs, tu ne m'as pas perdu. Tu m'as donné pièce par pièce, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste rien qui vaille la peine de se battre. Elle a commencé à pleurer alors, juste là, dans le supermarché, entre la sauce tomate et la vinaigrette. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. Je te crois. Mais désolé ne répare pas 5 ans à prendre quelqu'un pour acquis. Je ne sais pas comment vivre en sachant que j'ai ruiné la meilleure chose de ma vie. Tu apprendras. De la même manière que j'ai appris à vivre marié à quelqu'un qui ne voulait pas être marié à moi. Ce n'est pas juste. Juste aurait été que tu apprécies ce que tu avais quand tu l'avais. Juste aurait été que tu traites notre mariage comme un partenariat au lieu d'un fardeau. Juste aurait été que tu choisisses la gratitude plutôt que le ressentiment. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. J'étais stupide. Tu étais égoïste. Il y a une différence. Vraiment? La stupidité peut être corrigée par l'information. L'égoïsme est un problème de caractère. Ça a fait mouche. Je pouvais le voir sur son visage. La femme avec qui tu es maintenant, a-t-elle dit après un instant. Elle sait pour nous? Pour ce qui s'est passé? Elle sait que je suis divorcé. Elle sait que ça s'est terminé parce que mon ex-femme n'a pas apprécié ce qu'elle avait. C'est tout. C'est tout ce qui compte. Les détails sont entre toi et moi. Merci pour ça. J'ai hoché la tête. Prends soin de toi. Toi aussi. Je suis parti alors, la laissant là avec sa sauce tomate à prix réduit et ses regrets. 3 heures plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sophie. Pas la Sophie de toutes les autres histoires d'IA, mais ma Sophie. La femme qui avait répondu à mon profil de rencontre avec humour et intelligence. La femme qui riait de mes blagues et le pensait. La femme qui me disait merci quand je tenais les portes et lui apportais son café. Salut, a-t-elle répondu au deuxième coup de fil. Comment se passe le supermarché? Presque terminé. Tu veux que je prenne quelque chose pour le dîner de demain? Surprends-moi. Je fais confiance à ton jugement. Des mots qui signifiaient tout. Je fais confiance à ton jugement. Je t'aime, ai-je dit. Je t'aime aussi. Conduis prudemment. En terminant mes courses, j'ai réfléchi à la différence entre mon ex-femme et Sophie. Ce n'était pas que Sophie était parfaite ou que mon ex-femme était mauvaise. C'était plus simple que cela. Sophie choisissait la gratitude chaque jour, de petite et de grande manière. Elle choisissait d'apprécier ce que nous construisions ensemble.
Mon ex-femme avait choisi l'exigence. Elle avait pris tout ce que je faisais et avait décidé que cela lui était dû plutôt que donné librement. Le plus drôle, c'est que je ne la détestais plus. Je la plaignais. Je regrettais qu'elle ait laissé la fierté et l'égoïsme lui coûter quelque chose de vrai. Je regrettais qu'elle ait dépensé tant d'énergie à être malheureuse dans un mariage qui aurait pu être magnifique. Mais surtout, je me sentais reconnaissant. Reconnaissant que son honnêteté cruelle lors de cette réunion de famille m'ait enfin donné la permission d'arrêter de faire semblant que tout allait bien. Parce que parfois, la pire chose que quelqu'un puisse te faire s'avère être la meilleure chose qu'il puisse faire pour toi. Ce soir-là, Sophie est venue dîner. Nous avons cuisiné ensemble, parlé de nos journées, planifié un week-end, des choses de couple normales qui semblaient extraordinaires parce que nous voulions tous les deux être là. « Tu es silencieux ce soir » a-t-elle dit pendant que nous nettoyions. Je pensais juste. À quoi? Aux secondes chances. Les donner ou les recevoir. Reconnaître quand on ne les mérite pas. Elle m'a regardé curieusement mais n'a pas insisté. C'était une autre chose que j'appréciais chez elle. Elle me faisait confiance pour partager ce que j'étais prêt à partager. Plus tard, alors que nous regardions un film sur le canapé, elle s'est blottie contre moi et a dit « Merci pour le dîner et pour avoir réparé mon évier ce matin et pour être juste toi. » Être juste moi était suffisant pour elle. Ça n'avait jamais été suffisant pour mon ex-femme. C'est ainsi que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Non seulement en la quittant, mais en refusant de revenir quand elle a finalement réalisé ce qu'elle avait perdu. Parce que certaines erreurs ne méritent pas le pardon. Elles méritent des conséquences. Et parfois, la meilleure conséquence est simplement de bien vivre sans la personne qui n'a pas su apprécier ce qu'elle avait. Mon ex-femme a gardé ses regrets. J'ai gardé mon respect de soi. Un juste échange.